concept-là vient de cette conséquence de l'unification, de cette réalisation que les équations de l'équation de l'électromagnétisme sont des variantes sous transformation de Lorentz. Une autre conséquence des lois de l'électromagnétisme, en fait, assez directe, c'est le fait qu'on remarque qu'un électron en orbite autour d'un noyau, donc accéléré, devrait émettre de l'énergie sous forme de radiation, émission de photons, ce qui rend impossible la stabilité des atomes, et c'est là la source, à l'origine, l'essentiel de l'idée de mécanique quantique. Et ça, c'est la deuxième équation que j'ai dans cette présentation. Donc, une incertitude sur le temps fois l'incertitude sur l'énergie doit être supérieure à une constante qu'on appelle la constante de Planck. Il y a plusieurs façons de retourner cette équation à l'envers. Moi, je vais l'utiliser pour la physique au LHC en disant essentiellement que j'ai le droit d'emprunter de l'énergie au vide tant que je le rends dans un temps relativement court. Et c'est ce qu'on fait en permanence, on crée de la matière et on extrait de l'énergie du vide. De cette révolution conceptuelle, il vient des idées de dualité onde-corpuscule, ça c'est important parce qu'on va y revenir quand je vais introduire la notion de champ. Des propriétés aussi intrinsèques comme le spin qu'on ne comprend pas dans la mécanique quantique et qu'on comprendra plus tard, ça je vais y venir. Et la notion aussi de particules identiques, de bosons ou de fermions, donc deux grandes façons de classifier notre capacité d'écrire les fonctions d'onde correspondant aux particules, soit c'est bosons, soit c'est fermions, selon la façon dont se comportent les particules identiques. Notion de non-localité, implication quantique aussi, ça c'est important. Donc voilà, les deux grandes révolutions conceptuelles. Mais sur le chemin de la physique moderne, en fait, c'est vraiment l'unification de ces deux grandes révolutions. C'est ce que fait Dirac. C'est-à-dire, ça consiste à unifier la relativité avec la mécanique quantique. Cette unification mène à une équation qu'on appelle l'équation de Dirac. Je l'ai écrite, j'avais dit qu'il y avait deux équations, on n'a pas besoin de la comprendre. Ce qui est important, c'est que c'est une des plus belles équations de l'histoire de la physique, certainement. Ça permet une description des électrons qui est consistante avec la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Et ça fait des prédictions vraiment, vraiment intéressantes, dont par exemple la prédiction de l'antimatière. Vous savez tous que, peut-être, ça a été prédit et découvert quelques années plus tard. Et ça explique aussi la propriété quantique du spin. Cette propriété bizarroïde, elle émerge spontanément de l'unification de la relativité avec la mécanique quantique. Il y a des conséquences, c'est pas que ésotérique, comme vous savez, c'est à la base de la tomographie à émission de positrons, pour ce qui est d'antimatière, et le spin, c'est la base de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Donc il y a eu dans le domaine des interactions fondamentales, une filiation naturelle qui continue aujourd'hui avec la dronothérapie, avec la médecine. Il y a énormément d'outils en médecine qui ont émergé, disons, de l'histoire des interactions fondamentales. Là, ici, du point de vue théorique. Il y a aussi un rôle fondamental que je vous mentionnais, qui est le rôle des symétries. Et pour vraiment comprendre l'importance du champ de Higgs, il faut comprendre, je disais tantôt, la symétrie de jauge, et pour ça, il faut comprendre le rôle fondamental de symétrie. Ça, on le doit en particulier à Mme Amy Noether. Amy Noether, qui est une mathématicienne vraiment totalement géniale, qui a souffert énormément du machisme absolument indéfotable du système allemand à l'époque, mais elle a quand même réussi à publier des théorèmes extrêmement importants, dont le fameux théorème de Noether, qui relie l'idée qu'à toute symétrie continue, en fait, est associée à une loi de conservation. C'est une preuve mathématique extrêmement intéressante. Par exemple, le fait qu'il y ait une translation dans le temps, qu'un phénomène physique soit invariant sous translation dans le temps, implique automatiquement la conservation de l'énergie. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que je vous ai montré aussi delta E, delta T plus grand que h bar. Ça dit quelque chose de fondamental sur l'équation d'incertitude d'Eisenberg. Hein. Cette idée-là que le temps et l'énergie, à quelque part, c'est l'incertitude de l'un est reliée à l'incertitude de l'autre. C'est fondamentalement lié à ce principe-là, à une translation dans le temps qui est pleine de conservation d'énergie. Translation de l'espace, c'est une conservation de l'impulsion. Une rotation, c'est une conservation du moment atomique, d'une conservation du moment. Maintenant, il existe aussi des transformations qu'on appelle des transformations locales et continues, une invariance de choses. Chez ça, en fait, ça mène à la conservation de la charge. Et on s'en est aperçu après, on s'en est pas vraiment aperçu sur le coup quand on a inventé l'électromagnétisme, on s'est aperçu après que les équations de l'électromagnétisme, en fait, sont invariantes de jauge. Et ça a été découvert, en fait, effectivement, pour la première fois pour l'électromagnétisme, d'où l'importance dans l'histoire des champs de jauge, des bosons de jauge de l'électromagnétisme en quantum. En fait, les champs électriques et magnétiques, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça peut s'exprimer en termes de potentiel
V et A, vecteur axial vecteur, ce sont invariants pour une transformation de jauge de V et A. C'est-à-dire qu'on peut ajouter, quand on écrit les équations en termes de V et A, on est capable d'ajouter une fonction continue, dérivée continue à V et à A sans changer. On peut le faire même dans chaque point d'espace-temps sans changer les propriétés physiques, sans changer les propriétés observables. Ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie de jauge. Et les équations d'électromagnétisme sont symétriques, possèdent cette symétrie de jauge. La version la plus simple de ça est assez simple, ça correspond dans le cas scalaire, une fonction continue, je rajoute 1 million de volts à 220 volts, c'est la même physique si je branche une prise de courant avec cette différence de potentiel. Donc cette idée-là que je peux modifier le potentiel en fait ça correspond au champ, ce que je vais appeler le champ, cette idée-là d'invariance de jauge, elle apparaît pour la première fois dans l'électromagnétisme. Je vous ai dit aussi que l'électromagnétisme implique l'existence des photons, et ultimement, on va arriver à la conclusion que l'invariance de jauge, en fait, c'est ce qui implique logiquement, conceptuellement, l'existence des photons. Il suffit de postuler l'invariance de jauge pour que puisse apparaître la lumière. Donc, c'est ce que je dis ici, l'invariance de jauge, ça a été découvert pour la première fois pour l'électromagnétisme. Si je demande, par exemple, que les équations de la mécanique quantique, que l'équation de Schrödinger pour un électron libre, par exemple, soit invariante de jauge, ben c'est automatique, j'ai la nécessité de l'existence de l'interaction électromagnétique, et je démontre que la charge doit être conservée. Ça, c'est une conséquence directe du concept d'invariance de jauge appliqué à l'équation de Schrödinger. Hein? Donc, l'invariance de jauge, dans l'électromagnétisme, c'est ce qui implique l'interaction électromagnétique. C'est ce qui fait apparaître la lumière, c'est ce qui fait apparaître le photon. Ce même principe-là, je vais le répéter ensuite pour les autres interactions. Donc, le jeune qui se promenait avec ton t-shirt et des équations de Maxwell, en fait, si Dieu existe, bon, pour ceux qui y croient, il est beaucoup plus fin que ça. Il a simplement dit invariance de jauge. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Et automatiquement, la lumière apparaît. Et en fait, c'est l'émergence des interactions fondamentales. Il suffit de dire invariance de jauge. Donc on va y revenir sur ce concept-là, et je vais vous expliquer ensuite comment on construit une théorie des interactions. Ben, c'est tout simple, maintenant on peut en sortir de la salle, vous êtes tous en possibilité d'aller construire votre théorie des interactions, ceci dit on l'a déjà construit pour l'instant. Ben voilà, il suffit de tendre vers l'unification. Ben, il faut quand même trouver les fermions élémentaires, ça ils sont pas donnés, on les mesure, en l'occurrence par exemple les électrons pour ce qui est de l'électromagnétisme. On trouve les symétries de jauge, en gros les charges, ça correspond aussi à trouver les charges conservées, et on en déduit l'existence des bosons d'interaction, entre autres le photon. Donc l'interaction électromagnétique pour un physicien des particules, ben, c'est un électron qui interagit avec un autre électron en échangeant un boson, en échangeant un photon. Ça c'est dans la version, disons, classique. On peut aussi matérialiser un photon en prenant matière-antimatière, et hop, on matérialise un photon. L'interaction elle-même se fait toujours en un point, toujours local. Et c'est pas pour rien que c'est toujours local, parce qu'on a une invariance de jauge locale. Donc c'est ce qui en impose à la théorie, c'est une invariance de jauge locale. Voilà. Bon, voilà comment on construit une théorie des interactions. Le modèle standard, c'est une théorie des interactions qui construit exactement sur le même modèle. Les symétries sont un petit peu plus compliquées, mais c'est juste un peu plus compliqué. C'est une théorie quantique des champs de Yang-Mills avec des symétries de jauge locales. On a ces petits groupes de jauge qui sont des rotations dans l'espace interne en un point, c'est les symétries de jauge. J'ai une symétrie SU3 qui correspond à la rotation de 3 objets, de 2 objets pour l'interaction faible et de 1 objet ici. Ça, c'est l'interaction forte, c'est l'interaction faible et électromagnétique. J'ai mis les deux ici parce que c'est une unification, disons, partielle. Les bosons de jauge de l'interaction électromagnétique et faible sont mélangés. Ils possèdent des nombres et des propriétés quantiques mélangées entre l'interaction électromagnétique et l'interaction faible. Donc voilà le modèle standard, c'est quelque chose de tout simple en fait, c'est construit sur la base d'une symétrie de jauge. On postule des symétries de jauge, on trouve la bonne. En fait, on s'arrange pour que ça puisse admettre une représentation qui contient les particules élémentaires qu'on connaît. Et ensuite, il émerge la théorie directement. On n'a pas vraiment le choix. Elle émerge comme elle émergeait pour l'interaction électromagnétique. OK. Donc ça, c'est le modèle standard. Il y a une petite complication sur laquelle je vais revenir. Ben, la petite complication, c'est qu'en fait, il y a ces trois fabriques, puis en fait, ils ont des masses. Et ils ont des masses qui ont une échelle de masse qui est assez impressionnante. Juste le quark top, c'est 184 fois la masse d'un proton. Donc c'est un objet, en principe, une particule élémentaire extrêmement lourde. Donc il faudra bien qu'on réussisse à expliquer le spectre de masse. Il y a même maintenant, comme on le sait, les masses des neutrinos. Et on pense que ces masses
non pas l'échelle de masse, non pas la structure de masse, mais bien l'origine de la masse vient d'un objet, peut-être le boson de Higgs, mais je vais vous montrer qu'il y a plein d'autres hypothèses possibles. Il y avait plein d'autres hypothèses possibles avant la découverte. Ok, c'est bien, je reviendrai plus tard. Donc, j'ai parlé de physique des particules. Je vous ai dit que la notion de particules est quelque chose qu'on a tendance maintenant à mettre un petit peu derrière. Parce que j'ai dit que le modèle standard, c'est une théorie des champs. Je l'ai bien construit en regardant les symétries de jauge qui admettent les particules que je connais. Une fois que j'ai postulé les symétries de jauge, les interactions en découlent spontanément, donc on est très très contraint là-dessus. Donc la symétrie de jauge est vraiment un aspect extrêmement important. Quand je vais dire plus tard qu'il faut qu'on préserve la symétrie de jauge, on invente le mécanisme de Higgs pour préserver la symétrie de jauge au niveau fondamental, c'est parce que sinon je ne peux même pas générer les interactions. Il faut que les interactions puissent apparaître, et elles apparaissent comme une conséquence logique de l'existence des symétries de jauge. Donc, les équations